Ah bah ça commence bien. C'est à ce moment-là que je me dis que jamais je pourrais me faire un piercing au septum parce que je passe ma vie à me moucher. Voilà. Audi petit Surimi, aujourd'hui on se retrouve dans la traditionnelle vidéo des meilleurs mangas de l'année. Ça va être long et c'est parti. Oh my gosh! Oui, en tout cas, ça risque d'être très long parce que j'ai vraiment eu du mal à choisir mes mangas préférés cette année. Surtout qu'en plus, j'ai pas eu tant le temps que ça de lire, donc du coup, j'ai rushé un rattrapage pour avoir quelque chose à vous présenter en fait pour la fin de l'année. Et j'ai dû en enlever d'autres parce que je me suis dit, tiens, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, alors c'est peut-être pas forcément la peine d'en parler, étant donné que certains sont des masterclass, mais ce sont des rééditions, des reparutions, etc. Enfin bref, donc en fait à la base ils sont pas sortis en 2022. Moi je vous présente que les nouveautés qui sont véritablement sorties en 2022 en France, en manga papier relié dans une maison d'édition en France. Voilà. On commence sans plus tarder par les mentions spéciales. Je prends mon petit ordi parce que je connais pas tout par cœur. On a Boys Run the Riot. C'est un super manga chez Akata qui est porteur de valeurs très safe par rapport à la cause LGBTQ QIA+. Ah, j'ai réussi à le dire d'un coup. Qui a été d'ailleurs récompensé par un prix au Japon, primé aussi à Angoulême. Ensuite on a The Far East Incident, puisque sous fond de Seconde Guerre mondiale, on va suivre une escouade chargée d'éliminer une unité de militaires qui est génétiquement modifiée et qui sont assez gênants pour le pouvoir japonais. C'est toujours comme ça en fait, c'est le gouvernement qui crée des trucs et ensuite ça leur plaît plus, alors ils essayent de les éradiquer. On a également Coffee Moon pour les fans de science-fiction mais aussi de cosplay, voilà c'est un mélange un peu spécial et c'est ça qui fait son charme. Higehiro, c'est une nana, il y a un animé d'ailleurs, c'est une nana qui donne ses charmes en l'échange d'un shit et d'un couvert parce qu'elle fuit sa famille, sauf que un jour elle va tomber sur un étudiant qui s'est fait larguer, enfin qui s'est fait prendre un râteau, mais qui va pas vouloir profiter d'elle malgré qu'elle l'attire, etc. Mais qui va l'héberger quand même et qui donc va l'aider en fait à se reconstruire dans sa vie. C'était une très belle histoire, mais j'en reparlerai parce que bon bah il y a déjà un animé, etc. Et j'avais prévu d'en reparler de toute façon. Et aussi How Not to Summon a Demon Lord, pareil c'est un animé d'ailleurs que j'avais choisi en intro YouTube. J'avais même posté le trailer sur ma chaîne il y a des années quand il était sorti. Les dessins sont magnifiques mais c'est un isekai un peu what the fuck, mais il vaut le détour. Et également The Nice Guy and the Cool Girl, je crois qu'il va avoir un animé en 2023, donc je m'étends pas sur le sujet, mais en gros ça parle d'un truc super drôle parce qu'en gros le héros descend d'une nana qui possède des pouvoirs de glace, donc il peut geler son entourage, mais un jour il va tomber amoureux d'une jeune femme qui est son exact opposé, qui a un caractère extrêmement chaleureux. From the Children Country, terminé en 2 tomes, qui va nous parler d'un monde un peu post-apocalyptique puisqu'il va y avoir un séisme qui va changer la face du monde et seuls les enfants vont survivre et vont devoir se confronter aux adultes qui sont des monstres. Donc étant donné que j'étais fan un peu de Seraph of Vienne, je trouvais que le début c'était un peu similaire. Il y a Trillion Game qui va nous plonger dans des machinations, dans des startups de tech, etc. Comme c'est un peu par le même auteur ou scénariste de Planète et que ça c'était une masterclass, bah je pense que ça suffit comme argument. Ensuite on a The Eminence in Shadow, pareil j'en parle pas parce qu'il y a un animé. Ensuite on a Four Nights of the Apocalypse qui n'est autre que la suite entre guillemets de Seven Deadly Sins, puisque Seven Deadly Sins, un de mes animés préférés, est terminé. Il y a un film en 2 parties, la première est sortie sur Netflix fin décembre sur le fils de Melio et Elisabeth, que je n'ai pas vu, j'attends que la partie de sorte, sinon je vais devenir folle, j'aime tellement que je vais pas pouvoir attendre en fait la suite, je vais devenir dingue. Donc là il y a Fortnite of the Apocalypse, puisque c'est en fait plus un spin-off qu'une suite, mais c'est Seven Deadly Sins, alors on aime quand même. Ensuite il y a Appariran Man, d'ailleurs Darling a même un poster dans sa chambre, l'animé était vachement pas mal, le manga par contre est vachement court, donc je le conseille pour ceux qui ont adoré, puisque ça va parler de japonais qui vont rejoindre les
États-Unis pour faire des courses de voiture. Ensuite, il y a Manchuria Opium Squad. Alors, j'ai lu qu'un tome, donc du coup, je peux pas trop juger. Mais je l'ai mis quand même parce que je trouvais qu'il y avait du potentiel dans le sens qu'on va suivre la pègre de la Mandchourie au XXe siècle, et c'est vachement sympa parce qu'il va y avoir un trio hyper improbable. Ensuite, il y a 300 jours avec toi, qui est vraiment un mix entre 5 cm par seconde et j'ai mangé ton pancréas en termes d'émotion, parce que vraiment c'est émouvant, mais émouvant. Ensuite, on a Look Back, je crois que c'est un one shot de mémoire, qui nous parle de la star du journal de l'école, qui rédige en fait des BD, des mangas drôles, etc. et qui va un jour découvrir un fantôme. La relation entre les deux est vachement très intéressante et vachement très touchante. Ça va au-delà en fait du fait que c'est une humaine et un fantôme et du fait que ça parle de dessin. C'est le même auteur que Chainsaw Man. Ensuite, on a Shujin X, tout simplement parce que c'est l'auteur de Tokyo Ghoul qui revient en force, même si je lui pardonne pas le happy end de Tokyo Ghoul. J'aime toujours autant cet auteur et j'aime toujours autant cette œuvre en manga papier, bien évidemment, parce qu'en animé c'est sujet à discussion, hein. Il y a une volonté de faire un mix entre le manga et le comics. C'est sympa, après à voir ce que ça va donner. Ensuite, il y a Frieren. Je pensais vraiment qu'il ferait partie de mon top final. Sauf que au final, ça fait beaucoup de mots final, bref. Au final, il y a d'autres trucs qui l'ont détrôné. Mais ça reste un excellent manga qui te parle en fait de l'après qu'on ait réussi en fait à réaliser sa quête. Qu'est-ce qui se passe après ? Une fois que t'as sauvé le monde, etc., bah la vie continue, et souvent on n'a pas cette suite dans les mangas. Il y a Nier Automata Opération Pearl Harbor, je l'ai mis en mention spéciale tout simplement parce que je suis pas objective. Tout ce qui est Nier Automata, ça pourrait s'appeler je fais de la chipolatin samedi matin, je l'aurais mis en top parce que Nier Automata. Sakamoto Days parce que on adore la mafia, on adore les gags, on adore quand on a un mafieux qui devient tout simplement petit libraire, mais bon, un peu en mode la voix du tablier. On rentre dans le vif du sujet, dans le top. On commence à la 20e place par Die Dark. C'est vraiment génialissime, puisque ça mêle avec brio de la dark fantasy, de la science-fiction, et d'autre part, ça a été réalisé par l'excellente créatrice de Dorohedoro, qui est disponible d'ailleurs en animé sur Netflix. On suit donc un héros qui vient de l'espace et dont les os sont magiques puisqu'ils permettent d'exaucer n'importe quel souhait. Évidemment, il se fait poursuivre par littéralement la Terre entière, étant donné que tout le monde veut s'arracher ses os, sa peau, etc. étant donné que c'est magique. Contrairement à ce qu'on peut croire, le récit est à la fois sombre, violent, mais aussi très drôle et très touchant. S'il y a de nous, il ne restera que des cendres. Donc là, en fait, on va osciller dans ce top entre de la dark fantasy et de la tristesse. Là, nous sommes dans de la tristesse, très concrètement, puisque c'est un récit glaçant et violent. Encore une fois, un seinen, hein, c'est ce que je lis le plus, c'est ce que je préfère, qui va parler d'un assassin qui est devenu assassin uniquement dans le but de trouver qui a décimé sa famille. Pour cela, il n'hésite pas de commettre les pires meurtres qui soient, de sang-froid, et il n'hésite pas aussi parfois à se faire passer pour une femme, parce que c'est bien prouvé qu'une femme, on la sous-estime, et que donc du coup, bon, c'est plus facile de rentrer dans tel ou tel milieu et ensuite de faire la hagra à tout le monde. Par contre, je préviens, âme sensible, s'abstenir, mais pour moi, c'est le thriller de l'année. On a Boys Abyss, une ville où tout semble paisible, où il ne se passe jamais rien. Un jour, Reiji, qui se contente tout simplement de vivre, de se laisser vivre en fait, va rencontrer une idole qui va le persuader qu'en gros, s'il continue sa vie vide d'intérêt, il n'aura aucun avenir. Il va commencer une quête pour tenter de vivre, étant donné que sa famille, ses amis d'enfance, etc., tout le pousse à rester dans cette ville et finalement ne rien faire de sa vie et de se laisser vivre. Donc voilà, on va juste voir si est-ce que vivre va lui apporter de l'espoir, est-ce qu'il va rejoindre la lumière ou les ténèbres en faisant des choix qui vont chambouler en fait son cadre de vie. Déjà, c'est un huis clos, c'est ma passion parce que je trouve que c'est étouffant quand c'est un huis clos, ça met de la pression, d'autant plus que ça se passe dans une petite ville de Provence où en général il se passe rien parce qu'on se rend compte que c'est lourd, tout le monde connaît tout le monde, t'as l'impression d'être tout le temps observé, donc ça rajoute de la tension. Ensuite, on a des conversations qui sont très vraies, personnellement le dialogue m'a fait réfléchir énormément. On a également une idole qui est envoûtante et mystérieuse. À quel moment une idole d'une telle envergure s'intéresse à un mec aussi lambda, aussi paumé? Et justement, c'est là l'intérêt. Après, nous avons le shoujo Épouse-moi Atsumori, parce que oui, même si je lis beaucoup moins de shoujo, j'oublie pas quand même que c'est un des genres par lequel j'ai commencé et que j'aimais tellement quand j'étais petite fille, pas adolescente, parce qu'adolescente j'ai commencé à aimer le shonen, hein. Mais petite fille, j'étais très fan de shoujo. Ça nous parle de Nishiki qui est une collégienne qui vit à la campagne
fille qui depuis toujours a sa vie planifiée. Son père a planifié qu'est-ce qu'elle ferait comme études, qui elle va épouser, etc. Qu'en fait elle ferait pas d'études, qu'elle serait femme au foyer, qu'elle épouserait un tel, bref, elle rechigne pas trop, parce qu'elle a pas d'autre choix, hein, j'ai envie de dire. Mais un jour elle rencontre un jeune homme qui est un peu plus âgé, je crois qu'il est lycéen ou je sais pas quoi, et elle tombe amoureuse de lui, et lui aussi, en résumé, il lui demande de l'épouser, et donc à partir de ce moment-là, elle dit qu'elle veut pas de la vie que son père lui a demandé de suivre, donc elle veut faire des études, elle veut rester avec ce gars-là, donc elle veut pas le mec que son père a choisi. Il lui dit, bah tiens, viens, on s'enfuit, on se marie. Donc elle dit, ok, la meuf, zéro problème, au calme, elle décide de se barrer. Sauf que quand elle rejoint son mec à Tokyo, et qu'elle intègre son école, eh bien, elle n'a aucun souvenir de ce dit garçon. Voilà, donc elle arrive pour se marier avec lui, et là, comme par hasard, comme par magie, elle oublie. Mais pourquoi donc est-elle atteinte d'amnésie? C'est ça qu'il va falloir découvrir. Ce que j'aime surtout, c'est que malgré que ce soit un shoujo, on est face à une héroïne qui prend son destin en main et qui refuse le destin qu'on lui impose. Et ça c'est cool, parce que dans les shoujo, notamment tout ce qui est un peu automé, harem inversé, les meufs se laissent sempiternellement faire, et ça m'énerve. Et là, c'est pas le cas du tout. Aussi, on a des personnages secondaires, type le fiancé que son père l'avait choisi, qui sont quand même pas mal développés, qui servent à l'histoire, mais on se concentre quand même surtout sur l'héroïne et son fiancé, et sur le fameux mystère de l'amnésie. Ensuite, nous avons Full Night, donc c'est un manga SF, qui sort des sentiers battus. L'humanité est obligée, dans un monde dystopique bien entendu, de survivre grâce à la transfloraison. En gros, les humains vont devenir plus ou moins des plantes, et c'est comme ça qu'on va survivre. On leur donne de l'argent, et comme dans un monde dystopique c'est la reste et tout le monde est pauvre, bah du coup ils acceptent. Donc il y a beaucoup d'hommes qui se transforment en fleurs. Et la plupart c'est pas des roses, hein. Faut aller le voir, surtout si t'as aimé Psycho-Pass. Ensuite on a le livre des sorcières. C'est un manga très court, je crois qu'il n'a que 3 tomes, qui retrace la chasse aux sorcières du Moyen-Âge. Il y aurait eu des attaques de loups-garous dans un village, et un médecin va donc être chargé d'enquêter. Je crois que ça se passe au 6e siècle. Comme il est opposé à la chasse aux sorcières, c'est quand même assez rigolo d'avoir envoyé un tel homme enquêter sur des attaques de loups-garous. Et ironie du sort, c'est que cette histoire n'est pas si fantastique que ça, puisqu'elle permet de comprendre les prémices de la psychiatrie. J'en dis pas plus parce que sinon ce serait spoilé, mais vraiment, il vaut le coup. Nous avons l'excellent Ochinoko. La couverture ne signifie pas ce qu'il y a véritablement à l'intérieur, puisque c'est pas une énième Magical Girl, c'est vraiment un récit très adulte, un récit très violent. Donc on a une chanteuse qui a mis au monde des jumeaux, et malheureusement elle va se faire assassiner, et on va suivre entre guillemets l'ascension, ou plutôt le cassage de gueule des deux dans l'univers de l'industrie de la musique japonaise, puisque ils ont des objectifs bien différents et qu'il va leur arriver plein de bricoles. C'est vraiment pas pour spoiler, parce que ça mérite vraiment de s'intéresser à cet ouvrage. Ensuite on a Badass Cop and Dolphin. J'aurais pas pensé aimer, parce que j'adore ce qui est what the fuck, mais là plus absurde tu meurs, hein, vraiment. Comme c'était le temps de Beelzebub, je me suis dit vas-y pourquoi pas. Bon, on a encore un duo improbable, puisque cette fois-ci on n'a pas un lycéen avec un bébé démoniaque sur le dos, non. Cette fois-ci, on a un flic un peu teubé et un dauphin. Oui, un dauphin. Tout est dans le titre. Ah non mais plus absurde tu meurs, je t'avais dit. Ils vont se liguer plutôt pour enquêter sur une secte tout aussi what the fuck, qui s'appelle le culte de la mer, qui a pour gourou un enfant de 5 ans. Oui vraiment, quand je te le vends comme ça, t'as l'impression que c'est éclataxe au sol, mais en vrai pas du tout. Ensuite, on a From the Red Fog. Ça se passe au 19e siècle, en Angleterre. Pourtant, le mec, il porte le nom d'un pays d'Afrique. Il s'appelle Rwanda. Bon, ça s'écrit pas pareil, mais bon, dans ma tête, ça m'a fait rire 30 secondes. Le mec s'appelle Rwanda. Il est né dans un monde déchiré entre, finalement, comme tout ce qui se passe au 19e siècle, les riches, les pauvres, l'opulence versus la reste, la paix, la guerre. Une fois qu'il a été libéré de l'emprise de sa mère, il va malheureusement se rendre coupable de plusieurs crimes, et malheureusement il aura le sang de nombreux innocents sur ses mains. Mais on comprend plutôt sa psychologie, dans le sens que bon, ça a été compliqué pour lui, même si ça n'excuse pas, hein, mais ça a été compliqué pour lui de s'en sortir. Tout l'intérêt de l'histoire réside en fait dans comment un mec qui n'a pas de famille, donc un jeune homme, un jeune garçon qui n'a rien, peut s'en sortir en fait dans un monde où il n'a appris que la violence, la mort, la souffrance et la haine. Comment est-ce qu'il pourrait espérer avoir un avenir, et quel avenir il pourrait avoir? Ensuite on a Make Up With Mud. Je n'en entends jamais parler sur internet, même par les féministes, et ça je trouve ça un peu dommage. Pourtant c'est un manga incroyable. Ça nous parle d'une jeune femme
qui est dans une relation qui s'avère d'ailleurs toxique. Elle décide de quitter son travail parce qu'elle va se marier avec son copain, etc. Et un jour, un garçon qui adore se maquiller, ce qui déjà est un peu étrange pour le copain de l'héroïne, mais bref, on s'en fout. Un garçon qui aime se maquiller va la rencontrer et elle va dire « Tiens, vas-y, apprends-moi, j'ai envie de me maquiller et tout. J'aimerais apprendre. » Donc il va lui apprendre. Et en fait, son copain, ça va pas passer. Ça va l'énerver. Et il va commencer à la tabasser puisque monsieur est un pervers narcissique. Voilà. Donc en fait, il aime avoir le contrôle sur elle. Il veut plus qu'elle travaille. Il veut qu'elle lui obéisse au doigt et à l'œil. Il veut qu'elle reste entre guillemets naturelle, soi-disant parce qu'il l'aime comme ça. Mais c'est parce qu'il veut pas qu'elle fasse des choses pour elle. Bref. Je vais pas faire le portrait d'un pervers narcissique, c'est un malade mental. Elle va essayer de tout camoufler avec le maquillage, etc. Mais bon, bien évidemment, l'histoire va parler de la psychologie de la femme battue, de comment faire pour s'en sortir, etc. Et malheureusement, j'en ai pas entendu beaucoup parler sur les réseaux. Et c'est dommage, parce que c'est excellent et tout le monde devrait le lire. Ensuite, on arrive dans le top 10. Je suis surprise moi-même qu'il ne soit pas plus haut dans le classement. Mais Les Amants Sacrifiés, c'est un two-shot, c'est exceptionnel. Ça parle vraiment d'un gros dilemme. Alors, je l'ai répété 10 milliards de fois sur les réseaux, mais Allié, c'est un de mes films préférés. D'ailleurs, je suis en train de le revoir en ce moment. Comme quoi, c'est vraiment une coïncidence, si je puis dire. Mais en gros, Allié, ça parle en fait de deux espions qui tombent amoureux. Et au final, on apprend que l'un doit tuer l'autre parce que l'un des deux s'avère être un espion double, un agent double. Les Amants Sacrifiés, c'est entre guillemets le même plot, dans le sens qu'en fait c'est un couple où un homme va devoir servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf que quand il revient, sa femme le trouve changé. Et on se rend compte qu'il y a des choses pas très nettes qui se sont passées et qui vont impacter leur relation. Ça va impliquer la Mandchourie, le Japon, les États-Unis, où le récit en fait c'est le dilemme de sauver sa patrie ou choisir de protéger son amour, parce que je vous dis pas qui fera quoi. On a The One, ça a une ambiance tellement nana, tellement Paradise Kiss, j'adore. L'héroïne est fille de mannequin très célèbre, sauf qu'elle n'a jamais voulu rentrer dans la mode. Sauf qu'un jour, elle va voir le mannequin numéro 1 dans un magazine, et là, je sais pas pourquoi, elle décide finalement, elle est subjuguée, et elle décide finalement de devenir mannequin à son tour. Quand elle va faire sa première audition, ça va pas se passer comme prévu, et donc elle va se prendre plein de critiques dans la figure. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que Miss elle a des ambitions, et donc c'est tout ce parcours là qu'on va suivre. Mais en fait c'est pas juste de la mode, du mannequinat, des fanfreluches, des paillettes, et en fait non, c'est un récit très spontané qui développe bien de la psychologie, etc. Et franchement, j'ai adoré. La danse du soleil et de la lune, aux éditions Kiun, dont je n'ai lu que 2 tomes, et pourtant, ça m'a subjugué, c'était largement suffisant. Konosuke, qui est très fan de samouraï, pour qui l'honneur est plus important que tout, parce qu'il est samouraï, etc. Malheureusement, il peut pas à 100% respecter le Bushido, dans le sens qu'il a un secret. Lorsque sa peau se retrouve à proximité de métal, de quelque chose, d'un objet qui soit en métal ou quoi qu'est-ce, eh bien le métal se tord. Qu'il est samouraï, comment il manie une lame en fait, parce que les lames c'est en métal. Enfin, je pense que tu commences à comprendre le problème. Donc du coup, il est obligé de se battre avec un sabre en bois. Cela lui vaut d'être totalement bafoué par les autres. Un jour même, il se fait tabasser, il est laissé pour mort, jusqu'au jour du coup où il va rencontrer une jeune femme qui va le sauver. Et après, par la suite, il y aura également un vieil homme qui va frapper à sa porte et lui dire que la jeune femme qui l'a sauvé le demande en mariage. Lui, il se dit, mais c'est qui ça? Pourquoi? Et enfin, moi je veux dire, je suis un samouraï raté, donc quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Nani? Je ne comprends pas. Et vraiment, si je devais donner que 3 raisons pour lire ce manga, c'est déjà que, déjà la composition des planches, c'est magnifique. Tu te prends une claque visuelle, c'est beau, c'est poétique. Ensuite, l'histoire est unique et imprévisible. Je ne crois pas avoir déjà vu 2 récits similaires. On a du mal à faire des hypothèses, on est très surpris quand on a les révélations.
Et troisièmement, Konosuke, malgré qu'il soit un samouraï raté, c'est un homme vraiment très bon et très généreux. Il est gentil, il est doux, il est courageux, il est humble. Malgré ses traumatismes, il n'hésite pas à aider les autres. Ensuite, on a Dan Dadan, pour les fans de paranormal, bien entendu. D'ailleurs, Maring et moi, on est allés visiter lors du lancement du manga leur fameux manoir hanté. On avait fait les deux parcours, le parcours alien et le parcours paranormal. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, bien qu'il soit hyper what the fuck, voilà. Et si donc tu es fan de Jujutsu Kaisen, de X-Files, etc., bah c'est fait pour toi clairement. Le duo est complémentaire, le récit est à la hauteur des ambitions de l'auteur, vraiment. C'est un peu un ovni finalement, sans mauvais jeu de mots avec le thème alien, mais c'est un peu un ovni, mais l'histoire est intrigante, intéressante, et franchement pour l'instant c'est bien ficelé du peu que j'ai pu en lire. Ensuite on a une si belle couleur qui nous parle de Aya, une jeune lycéenne passionnée de dessin, qui malheureusement va être totalement critiquée, harcelée, etc. parce qu'on l'accuse d'avoir eu une relation avec son professeur d'art plastique. Elle va se renfermer sur elle-même jusqu'au jour où on va accueillir un nouvel élève qui s'appelle Aimu, qui est un métis franco-japonais et qui contre toute attente va la repérer et va vouloir devenir son copain. Voilà, tout simplement. Il va s'éprendre d'elle très vite et elle comprend pas parce qu'elle se dit tous ses camarades la calculent même plus. Le mec qui débarque, qu'est-ce qu'il cherche en fait? Et bizarrement, la relation, même si elle commence un peu de manière, tu peux avoir des doutes, tu peux être aussi méfiante qu'elle au départ, finalement on trouve que la relation est vraiment très belle. Puis on voit aussi qu'il a un background, le gars, c'est très beau aussi comment elle va ouvrir son cœur meurtri, enfin bref, c'est très poignant, c'est très émouvant, et c'est pas un shoujo juste bête et classique, hyper cliché. Voilà. En cinquième, parce que nous sommes dans le top 5, j'en entends pas parler non plus alors que c'est une claque magistrale, c'est Nina du Royaume aux Étoiles. D'ailleurs le premier tome m'avait été envoyé par la maison d'édition, que je remercie chaleureusement, qui nous parle donc de Nina, qui est une jeune orpheline, qui va être enlevée pour être amenée au palais royal et remplacer la princesse, puisqu'elle lui ressemble. Mais que cette princesse a disparu dans un accident, donc c'est quand même un peu con de se retrouver sans la princesse, ça va faire un vent de panique, il va y avoir des représailles, donc bah tiens, on trouve une princesse de substitut, et c'est Nina. Elle va devoir par ailleurs épouser un prince d'un royaume voisin, c'est génial, on lui demande pas son avis. Elle n'a que 3 mois pour apprendre à se comporter comme une véritable princesse, et tromper l'ensemble des nobles de la cour, parce qu'évidemment personne, tout le monde n'y voit que du feu, tout le monde, entre guillemets. En général, dans les webtoons, effectivement, on va utiliser une fille pauvre, pour la marier de force, par exemple dans Ombre et Lumière, à la place de la fille riche, etc. Mais de là à dire que le royaume a tellement besoin d'une prêtresse qu'il s'en fout quelque part d'avoir perdu sa vraie princesse, vu qu'elle est morte, et qu'ils vont la remplacer. Et qui plus est, ils vont la remplacer non pas par une noble, mais par une pauvre. Et donc le monde tout entier, en tout cas le royaume en l'occurrence, repose sur les frêles épaules d'une petite fille qui n'a rien et qui ne sait rien, qui ne connaît rien, qui est apeurée, mais qui va faire de son mieux. L'histoire mêle habilement drame, romance, humour. Au passage, le héros masculin est juste trop beau, je l'aime trop. Azur de mémoire, parce que ça date, mais c'est Azur. C'est surtout un très bon... c'est pas un très bon caractère, mais je veux dire, genre j'aime bien la personnalité, quoi. J'aime bien aussi le design, parce que c'est un manga, mais le design fait un peu Moyen-Orient. Moi j'adore tout ce qui est un peu oriental, tout ça. On a aussi un côté conte de fées dans le récit, donc ça mêle vraiment plusieurs genres habilement, et l'histoire est très intéressante. Ensuite on a The 5 Stars Stories. Alors j'avoue, je triche un peu parce qu'au Japon, il date quand même des années 80. Je crois qu'il est sorti en 86. En France, il n'est sorti qu'en 2022. Oui, je sais pas pourquoi on attend autant de temps, mais c'est pas grave parce qu'au moins la nouvelle génération va pouvoir découvrir une masterclass. Donc moi, je l'ai pas acheté en manga papier encore, mais je l'ai lu déjà en scan depuis belle lurette et c'est une masterclass, une masterpiece. Trop sous-côté à mon goût. C'est un space opéra, donc il ne plaira pas forcément à tout le monde, mais pour ceux que ça intéresse, Team Goldorak, tout ça, plus un petit peu dystopie, vous risquez de vous régaler. Top 3, Criminel Fiançailles. Je sais qu'il y a des gens qui ont été fortement déçus récemment, moi perso je continue d'apprécier. Ça nous parle de Yoshino qui est petite fille de boss de la mafia, Yakuza, je sais pas quoi, je sais plus, d'Osaka, de mémoire, qui a été élevée au cœur de la pègre, qui évidemment a forgé son caractère,
tout en ne l'empêchant pas de vivre une vie somme toute paisible. Jusqu'au jour où son grand-père va décider de la fiancer à un rival du clan de Yakuza de Tokyo. Un mariage de convenance et donc d'unir les deux familles pour qu'ils arrêtent de se faire la guéguerre. Elle, même si ça lui plaît pas franchement, elle décide de partir sur Tokyo pour apprendre à le connaître et bon bah pour réaliser le projet qui est désormais le sien. Il découvre que derrière ce sourire avenant se cache en fait une personnalité tout autre. Et c'est toute l'histoire en fait de ce manga. Le gars c'est un peu un fou furieux, obsessionnel, un peu zinzin, alors qu'elle a les pieds sur terre. Mais ce qui est drôle, c'est que elle va réussir en fait à renverser la tendance. Pas dans le sens elle va lui changer sa personnalité, dans le sens en fait elle va s'imposer à lui. Et c'est ça qui est cool parce que la meuf elle est ultra badass. Hein. J'aime bien en fait leur duo parce que c'est un peu ombre, lumière, glace et feu. On a le chara design, je suis désolée mais ça a davantage la tête d'un webtoon ou de beaux dessins coréens et même chinois que de manga classique japonais. Et enfin l'univers de Yakuza, c'est vraiment le point fort du manga et c'est aussi la base du manga. On sent qu'il y a eu de la recherche et que tout tourne autour de ça. En deuxième position et en première position finalement je triche un peu parce qu'ils ont déjà des animés mais bref je m'en tape. En deuxième position nous avons Darling in the Franxx. Alors en animé je le préfère par rapport au premier manga dont je vais te parler dans 2 minutes, mais en manga, il a un peu moins hypant, j'ai envie de dire. Je pense que ce que je préfère, c'est que dans l'animé, il y a les combats, il y a les couleurs, il y a la musique, enfin la sensation. Le manga, malheureusement, bah tu lis juste. Voilà, c'est ça le souci. Mais il reste quand même en deuxième position. Je l'adore, tout simplement, Darling Fra. Puisque ça nous parle dans un futur hyper lointain, je crois qu'on était en l'an 3000 ou je sais pas quoi, où t'es obligé de te battre contre des aliens chelous, et genre en fait t'as un couple, donc c'est un garçon et une fille qui doivent aller dans un robot pour se battre, etc. Et en général, quand t'as pas de compatibilité, que tu peux pas piloter, ben on te vire. Hiro, malheureusement, a perdu sa partenaire et il sait pas avec qui il va conduire jusqu'au jour où il tombe sur 002 et en fait va se nouer alors une relation. Au début, je pense que c'était un peu de la compréhension, mais après, à la fin, c'était devenu carrément de l'amour et il va découvrir également les dessous de son univers dystopique et tenter de changer en fait son destin, voilà, et de libérer les siens. Ensuite, en première place, nous avons Horimiya. Donc c'est pour ça que je disais ça à prendre avec des pincettes parce qu'autant l'animé Darling in the Franxx, je le préfère à Horimiya pour ceux qui ont vu mes animés préférés, autant le manga Horimiya, je le préfère à Darling in the Franxx. Je sais pas si j'ai été claire. Horimiya, inutile de faire un laïus, c'est un super shoujo où une meuf ultra populaire va, on va dire, s'éprendre d'un gars qui est pas du tout populaire et genre même qui est un peu glauque, qui est genre personne le cala dans la classe, tout simplement parce qu'un jour en fait son petit frère se fait mal et que le mec le ramène à la maison et en fait il se rend compte que c'est sa camarade et elle se rend compte surtout qu'il a pas la même tête qu'en classe, c'est-à-dire qu'en classe on dirait un intello mais glauque dans son coin, alors que dehors le mec il est en mode hyper BG, hyper punk, etc. Donc bizarrement ils vont finir par se côtoyer tous les jours, passer du temps ensemble et c'est tout simplement un slice of life, une petite romance lycéenne mais qui ne se passe pas au lycée, et ça fait plaisir parce que j'en avais marre que ça se passe tout le temps au lycée. Et j'ai été tellement heureuse parce que j'avais vu plus jeune les OAV, mais ils avaient carrément refait un animé avec des beaux designs, etc. Mais moi ce que j'attendais c'était qu'ils éditent le manga papier, puisque le manga papier, il va beaucoup plus loin que l'animé, et que bien que je connaisse la fin, j'avais envie de la voir et de la posséder. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit top. Enfin mon petit top, ça a encore duré 3000 ans comme d'habitude, mais vraiment moi je tenais à faire cette vidéo là parce que en fait ça me permet de repartir en fait sur tout ce que j'ai lu pendant l'année et de vraiment voir si mes goûts évoluaient. Et vraiment par rapport à la liste que je tenais à jour au milieu d'année, j'ai dû rechanger des places. Il y en a que j'ai pas mis, il y en a que j'ai mis. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quel manga tu as préféré le plus cette année. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Nana!